Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec M. Hakim Al-Karvi, essayiste, consultant et senior fellow à l'Institut Montaigne. Bonjour M. Al-Karvi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente, vous vous intéressez surtout à la question de l'islam et l'islamisme en France et vous avez dernièrement publié un livre intitulé « L'islam, une religion française » et surtout un rapport intitulé « La fabrique de l'islamisme ». Nous allons parler avec vous aujourd'hui sur cette question, l'islam et l'islamisme en France. Alors, si vous voulez, commençons par votre premier constat dans votre rapport. Vous dites que l'islamisme est en train de monter en France et vous cherchez une solution à ce problème. Premièrement, est-ce que vous pensez que l'islamisme, la montée de l'islamisme est une mauvaise chose en soi en France? Et est-ce que vous faites une distinction entre le bon islamisme, comme on dit l'islamisme modéré, et le mauvais islamisme? Ça peut être salafisme, voire islamisme violent. Bonjour d'abord et merci de votre invitation. Merci. On a essayé de construire des éléments pour comprendre ce qui se passait. L'islam en France est un sujet très passionnel. C'est un sujet sur lequel tout le monde parle et d'une certaine manière, personne ne le connaît vraiment. Donc, on a fait une enquête il y a 2 ans. On a fait cette année un travail très important sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre qui sont les musulmans. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils croient et dans quelle catégorie on peut considérer qu'ils appartiennent. Ce qu'on voit, c'est une réalité qui est en fait très clivée, très divergente. Une majorité est en train de s'intégrer à la fois sur le plan social, sur le plan religieux et sur le plan politique, puis une minorité où il y a beaucoup de jeunes, a des difficultés à la fois sociales et une volonté de revendiquer une forme d'opposition par rapport au projet, on va dire, républicain, s'appuyant sur l'islam. Et leur vision de l'islam, c'est une vision de l'islam politique, ce qui ne veut pas dire qu'ils font répartie des frères musulmans. Les salafis ont une vision politique de l'islam aussi. L'islamisme, c'est quoi de notre point de vue? C'est une vision rigoriste de la religion, c'est un projet de société, c'est un projet de discussion avec le pouvoir. Vision ultra rigoriste de la religion, dans sa norme, son comportement, etc. Projet de société, en France, qu'est-ce que ça veut dire? La France n'est pas un pays musulman. Projet de société des islamistes en France, c'est pas de convertir la France à l'islam, d'islamiser la France, c'est de permettre que la société française se transforme pour laisser de la place à leur vision de l'islam. Et pour ça, ils ont besoin de discuter avec le pouvoir. Donc le pouvoir leur laisse la place. C'est un projet alternatif au projet de la démocratie libérale occidentale. Et donc l'islamisme, quel qu'il soit, pose un problème quand on se met du point de vue de la démocratie libérale occidentale. Parce que c'est une concurrence. Et du coup, il n'y a pas un bon et un mauvais. Il y en a un qui est plus tolérable que l'autre, qui est celui qui n'est pas violent. Celui qui est violent, évidemment, il faut le combattre au nom de l'ordre public. Mais la démocratie, c'est la liberté. Et donc, c'est le fait d'accepter, y compris des projets idéologiques concurrents, dans la mesure où ils ne troublent pas l'ordre public. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question sur le bon et le mauvais, mais de mon point de vue, ce qui est très important, c'est qu'il faut que la démocratie reste une démocratie. On peut interdire tout ce que je peux combattre, ou pas. Si on l'interdit, on n'est plus une démocratie. Donc il faut que la France, l'Europe occidentale, reste un système démocratique, et en même temps, il faut qu'ils soient capables de dire ça oui, ça non. Et si vous êtes en concurrence, en compétition avec nous, reconnaissez-le. Oui, une autre question sur l'influence étrangère. Dans votre rapport, vous dites que la Turquie, avec les frères musulmans égyptiens et le wahhabisme en Arabie Saoudite, fait partie de 3 centres idéologiques principaux où l'idéologie islamiste est diffusée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'idéologie islamiste turque a un poids important sur l'islamisme en France? Et si oui, par quels moyens?
Alors, quand on parle d'influence étrangère, il faut distinguer. Il y a des influences liées à l'organisation, et puis il y a des influences liées à l'idéologie ou, disons, la vision de la religion. Sur le plan de la vision de la religion, il y a effectivement trois centres. Il y a un centre salafi, wahhabite, lié à l'Arabie saoudite, mais il n'y a pas de financement saoudien. Ce centre, ces idées saoudiennes sont arrivées, en fait, par l'interaction avec le Maghreb, au début des années 90, et notamment au moment où il y a eu la guerre civile en Algérie. Parce qu'il y a des Algériens proches du salafisme qui sont arrivés en France, qui ont commencé à prêcher, qui ont diffusé des idées. Puis il y a des anciens étudiants de l'université de Médine qui traduisent, qui diffusent des prêches, des oulémas, des chouyours saoudiens. Mais il n'y a pas d'investissement de l'Arabie saoudite pour diffuser le wahhabisme en France. Deuxième centre, c'est les frères musulmans, ça c'est beaucoup plus bien. Leur influence, d'une certaine manière, est passée aussi par le Maghreb, parce que ce sont des Maghrébins, des étudiants maghrébins, qui ont planté les frères, les organisations proches des frères, en France et en Europe. Et puis après, ils se sont transformés. La caractéristique de l'islam ou de l'islamisme en France, c'est qu'il continue à évoluer. L'islamisme français, c'est pas l'islamisme maghrébin, c'est pas l'islamisme turc. Et puis le troisième centre, c'est la Turquie. La Turquie, je dirais pas qu'il y a un islamisme turc. Il y a d'abord un projet national qui utilise la religion et qui fait la fusion. Au début, notre compréhension, et je le dis modestement devant vous, je pense que les téléspectateurs ont chacun leur idée, notre compréhension, c'est qu'il y a eu au moment d'Atatürk, le laïque, c'était on va soumettre la religion à l'État, et puis à partir des années 80, avant l'AKP, quand il y a eu un début, une reprise d'un mouvement conservateur, on a dit il va falloir qu'on utilise la religion. La religion au service du projet national. Donc c'est plutôt une forme de patriotisme turc avec une dimension religieuse, de nationalisme turc avec une dimension religieuse conservatrice. Quand on parle de l'influence en matière d'organisation, on voit d'autres acteurs. On voit l'Algérie et le Maroc qui financent des imams, financent des mosquées, et jouent aussi un rôle dans la gestion sécuritaire. Ça. Et on retrouve aussi la Turquie. Et la Turquie, c'est la Diyanet, c'est en l'occurrence le DİTİB pour la partie de l'Europe occidentale, ça c'est pour l'administration officielle, puis il y a l'organisation Millî-Görüş, où le centre est en Allemagne, mais qui est présente en France, notamment en Alsace, avec la proximité de l'Allemagne. Proximité de Cologne, qui est le centre historique de cette organisation qui a été montée par Necmettin Erbakan. Donc la Turquie, elle a une caractéristique, c'est qu'il y a à la fois une organisation destinée aux franco-turcs, et puis il y a un discours idéologique avec certains aspects, une proximité avec ce qu'on peut appeler de distance. La Turquie, le discours et l'organisation turque en France s'adresse d'abord aux franco-turcs, très peu hors de la communauté turque. La communauté turque, elle a une caractéristique en France, c'est qu'elle est en fait pas bien intégrée. Il y a un paradoxe. Il n'y a pas de problème de sécurité ou même de délinquance avec la communauté turque, alors qu'il y en a avec les Maghrébins. Mais quand on regarde les chiffres, par exemple, sur le taux d'accès des femmes d'origine turque à l'enseignement supérieur, la fécondité des femmes turques, l'organisation, disons-le. En fait, on se rend compte que la communauté turque est beaucoup moins intégrée que la communauté algérienne. Disons qu'elle n'est pas rentrée dans le processus d'intégration. Et là, il y a un lien avec ce que fait l'administration turque, qui d'une certaine manière, et ça rejoint des discours du président turc, ancien déjà, il a dit l'assimilation est un crime contre l'humanité. Il l'a redit en France, il l'a redit en Allemagne, de façon parfois un peu moins forte, mais il y a l'idée qui est diffusée par les autorités turques que les Turcs d'Europe sont d'abord des Turcs. Le projet républicain français, c'est que quand on vit en France, on est installé en France, on a vocation à devenir français. Là, il y a un conflit. Et d'une certaine manière, c'est presque un conflit. C'est pas un conflit religieux, c'est pas un conflit lié à la laïcité, c'est presque un conflit de souveraineté. Les franco-turcs, est-ce qu'ils sont français, est-ce qu'ils sont turcs, ils ont vocation à devenir de plus en plus français, ou est-ce qu'ils ont vocation à rester maximum turcs? Là, il y a un désaccord. Oui.
Dans votre rapport, vous n'êtes pas en faveur du modèle du Conseil français du culte musulman pour la gestion de la religion. Quel est le modèle que vous proposez pour la gestion de la religion en France? Alors, le modèle du Conseil français du culte musulman, c'est une organisation qui essaye de regrouper des fédérations de mosquées qui sont elles-mêmes financées et organisées par les pays étrangers et qui sont chacune très jalouses de leur territoire et de leur financement. C'est un peu d'argent qui vient de ces pays, Algérie, Maroc et Turquie, et puis beaucoup d'argent qui vient des fidèles. La zakat, le pèlerinage, tout le business du halal, 3, 4, 5 milliards d'euros, on ne sait pas très bien. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que les fédérations qui composent le Conseil français du culte musulman n'ont pas intérêt à ce que le Conseil français du culte musulman existe. Le résultat, c'est qu'il existe 15 ans, son budget est de 30 000 euros. En fait, il n'existe pas. Par contre, il y a plein d'argent au niveau des fédérations. Donc moi, ce que je dis, c'est très simple, il faut séparer ceux qui vont collecter l'argent, ceux qui vont l'utiliser. La collecte, elle doit être faite par une organisation indépendante, sur un mode de la régulation, et il faut éviter les conflits d'intérêts. Aujourd'hui, en France, les mosquées du Conseil français du culte musulman reçoivent de la zakat, ont souvent monté des agences de voyage. Pour les plus grandes d'entre elles, sont dans le business du halal, et elles sont en conflit d'intérêts permanent. Donc l'idée, c'est de séparer. On garde le Conseil français du culte musulman qui représente les mosquées, musulmans, mais les mosquées, les institutions, les organisations qui portent le culte. Et puis, de l'autre côté, une organisation qui régule, qui va collecter de l'argent en offrant un service, le service de régulation pour les musulmans, qui ensuite va redistribuer de l'argent vers les mosquées. On aura séparé ceux qui reçoivent l'argent et ceux qui le collectent. Et au passage, on fait quelque chose qui s'inscrit dans le cadre de la République. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'argent pour ceux qui disent l'islamisme doit supplanter la République. Alors, est-ce que vous pensez que le modèle que vous proposez est compatible avec la laïcité française? Parce que, est-ce que vous pensez que l'État aurait une relation directe avec ses citoyens ou bien par le biais des organisations religieuses? Est-ce que c'est compatible avec la laïcité? Oui, la laïcité française, elle est définie par la loi 1905, qui a séparé l'Église et l'État. Avant cette loi, l'État français salariait les prêtres qui étaient proposés par le Vatican. Les prêtres, les curés, les rabbins, les pasteurs. En 1905, on a séparé. Et on a dit deux choses. L'État assure la liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire et la liberté de ne pas croire. La loi de 1905, ce n'est pas une loi contre la religion. C'est une loi qui favorise la liberté de la religion. Mais qui dit, au nom de la liberté de la religion, il faut que l'État se retire. Et puis, la loi dit, deuxième chose, c'est la conséquence, l'État ne reconnaît et subventionne aucun culte. Donc il n'y a pas de financement public, en tout cas direct, de la religion. Avec le système que je propose, on est totalement dans le cadre de la loi. Ce n'est pas l'État qui va organiser, ce sont les musulmans qui organisent pour les musulmans, notamment la gestion des flux. Après, à un moment, il y a un accord avec l'État. Comme il y a un accord aujourd'hui entre l'État et la communauté juive via le consistoire. L'État donne le monopole de la délivrance des cartes pour l'abattage pour le kasher à une organisation juive. Pourquoi? Parce que l'abattage rituel, normalement, est interdit. Il est autorisé au nom de la liberté religieuse. Et parce que c'est quelque chose de sensible, il faut que l'État contractualise avec une organisation dans laquelle il a confiance. L'idée, c'est de faire pareil avec les musulmans. Le régulateur dont je vous parle, il faut qu'il ait son mot à dire sur les mosquées qui vont faire la rituel halal. Et il faut que, au nom de cette confiance, il puisse dire à l'État, l'argent que l'on va prélever, va le réinvestir pour un islam républicain. Donc l'État, il est partie prenante. La religion, c'est une affaire sensible. C'est une affaire, c'est quelque chose qui contribue à l'organisation de la société. Donc l'État, il est concerné, mais c'est pas l'État qui décide. Et c'est surtout pas l'État qui va dire
voilà comment j'organise le culte musulman. Non, dans ce que je propose, la religion musulmane est organisée et traitée comme les autres. Aujourd'hui, pas traitée comme les autres. Parce qu'il y a une influence des États étrangers, parce que le ministère de l'Intérieur joue un rôle trop important, inefficace, mais inefficace. C'est le ministère de l'Intérieur qui dit qu'il n'est pas efficace. Souvent, il est là pour éviter que les influences, notamment marocaines et algériennes, avec le Maroc et l'Algérie qui sont en conflit, empêchent de faire quoi que ce soit. Donc, c'est surtout un médiateur aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur. Tout ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que c'est inefficace, et ce n'est pas acceptable parce que les Français de confession musulmane, ils sont majeurs, ils sont adultes, ils n'ont pas besoin de la tutelle des pays étrangers. Ce qui ne veut pas dire, enfin, qu'il s'agit de couper tous les liens avec les pays étrangers. Il s'agit de réguler les flux entre Français, et ensuite, s'il y a, par exemple, des formations d'imams qui sont bien faites par les pays étrangers, s'ils sont prêts à les faire en France, ils sont les bienvenus. Et les imams qui sont envoyés par les États étrangers, tant qu'il n'y a pas un stock d'imams français, continuent à travailler en France. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse franciser tout ça. C'est pour ça que je parle d'islam français. Alors, Monsieur Al-Karavi, une dernière question. Le ministère de l'Intérieur a soutenu vos propos et vos propositions. Est-ce que le gouvernement Macron va mettre en œuvre vos propositions bientôt? Alors, dans nos propositions, il y a une partie qui concerne l'État. Ça, c'est le rôle du think tank. Et puis, il y a une partie qui ne concerne que les musulmans. Donc, le gouvernement ne va pas mettre en œuvre la partie qui ne concerne que les musulmans. Nous, ce qu'on propose dans ce rapport de la Montaigne, c'est un accord entre une organisation musulmane et l'État. Ce que j'espère, c'est que cette organisation musulmane puisse voir le jour, qu'elle soit suffisamment forte, suffisamment convaincante pour qu'elle se présente à l'État et qu'elle lui dise « nous sommes capables de faire un accord ». Et nous avons besoin notamment de l'État, du soutien politique, pas juridique, du soutien politique de l'État pour convaincre les Saoudiens que nous sommes la bonne organisation pour réguler le pèlerinage, pour convaincre les Émiratis que eux qui cherchent un régulateur quand ils importent de la viande halal, ce régulateur est le bon, et pour que l'État ne donne plus des cartes d'abattage rituel à des mosquées sans passer par ce régulateur. Donc c'est un accord politique qui ressemble beaucoup à l'accord politique qui existe entre l'État et par exemple la communauté juive. Monsieur Donc il s'agit d'établissements comme les autres. Monsieur Al-Karavi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Aujourd'hui, on a parlé avec Monsieur Al-Karavi sur l'islamisme en France. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.